Bonjour à tous et bienvenue aux abonnés d'Omerta, bienvenue aux abonnés de notre chaîne YouTube. Alors je sais que chaque semaine, je tiens une comptabilité optimiste, on dira. Et cette semaine, il y a des raisons de l'être, puisque vous êtes 4000 nouveaux abonnés Omerta à nous avoir rejoints ce week-end. On est à 238 000, bientôt 240. C'est énorme et on vous remercie évidemment du fond du cœur de votre fidélité et d'être chaque semaine, chaque jour presque, puisqu'il y a des contenus sur cette chaîne YouTube qui sont publiés tous les jours. Que ça ne vous fasse pas oublier, évidemment, l'application Omerta. Je rappelle qu'elle existe parce que souvent, j'interroge des gens qui me disent « Ah, je suis abonné à Omerta, mais je ne suis que sur la chaîne YouTube. » Or, il existe l'application Omerta et sur cette application, on trouve quoi? On trouve nos documentaires, c'est-à-dire notre cœur de métier, nos reportages partout dans le monde, là où les autres ne vont pas, là où les autres n'osent pas aller parfois. Des sujets passionnants, des sujets très intéressants. Donc, vous pouvez... télécharger cette application, c'est 5 € par mois. Et pour ceux qui ne le savaient pas ou qui ne l'avaient pas encore fait de notre chaîne YouTube, eh bien, allez-y, je vous encourage, ce sera une belle découverte. Comme toutes les semaines, un invité fort, un invité d'exception. Cette semaine, je reçois le général Vincent Desportes. Merci Général, bonjour à vous. Alors, certains auditeurs, alors les premiers abonnés de la chaîne YouTube vous connaissent parce que vous étiez venu il y a environ 2 ans et demi, 2 ans, puisque au début de la chaîne Omerta. Eh bien, merci de nous faire l'honneur de revenir nous voir. Alors, Vincent Desportes, vous avez été général de division. Cavalerie, armes blindées, vous avez fait une carrière opérationnelle et puis ensuite vous êtes fait partie de ce qu'on appelle ces militaires qui aiment aussi manier la plume et vous êtes orienté vers la formation supérieure, la réflexion stratégique, l'international. Vous avez dirigé aussi l'école de guerre. Vous avez eu une partie américaine très intéressante dans votre vie. Vous êtes même diplômé du War College, attaché à l'ambassade de France à Washington. Vous connaissez très bien les États-Unis. Et en France, vous avez été conseiller défense du secrétaire général de la Défense nationale avant de prendre la direction du Centre de doctrine de l'emploi des forces, responsable de l'élaboration des stratégies et du retour d'expérience de l'armée de terre. Et à l'été 2008, donc, vous aviez pris le commandement de l'école supérieure de guerre, je l'ai déjà cité. Votre spécialité, réflexion stratégique et leadership. Donc ça, par rapport à vos livres, justement, on va en citer certains, vous avez obtenu avec la dernière bataille de France, Lettre aux Français qui croient encore être défendue, chez Gallimard, vous aviez obtenu le Grand Prix de l'Académie française. Et je vais citer parmi tous vos livres les 2 derniers, Visez le sommet, un livre de stratégie chez De Noël, et Devenez leader chez Odile Jacob. Première question, on va rentrer dans le vif du sujet. La dernière fois que vous étiez sur ce siège, c'était il y a 2 ans. La guerre en Ukraine avait quelques semaines. Là, on en est presque à 2 ans et demi de guerre. On approche de l'hiver. Alors, un hiver que l'Agence internationale de l'énergie alerte sur le fait qu'il risque d'être extrêmement difficile pour l'Ukraine parce que 50% de l'infrastructure électrique du pays est hors service. Donc si l'hiver est rude, ça risque d'être très dur. Il y a en plus une pénurie d'hommes, on va y revenir chez les Ukrainiens. Les Russes qui avancent dans le Donbass, ce matin on annonce quasiment que la localité de Vuhledar est pratiquement encerclée. Comment voyez-vous, très simplement, l'issue de cette guerre, si tant est qu'on puisse l'entrevoir aujourd'hui ? Alors, rien de positif, évidemment, dans tout ce que vous avez dit. Je crois que personne ne peut prétendre aujourd'hui que les Russes ne seront pas à Kiev ou à Lviv à la fin de l'année. Et on est à un moment de bascule, on est à un moment de bascule. Ah, vous voyez les Russes arriver à Kiev ? Non, je dis personne ne peut prétendre. Ça veut dire que si l'Europe et l'Occident ne se reprennent pas en main rapidement, eh bien, ceci peut véritablement arriver. Ça peut être un scénario possible. C'est pour ça qu'il est tout à fait temps que l'Europe, d'un côté,
et l'Occident, j'inclus donc les États-Unis, se mettent d'accord sur ce qu'ils attendent de cette guerre. Le problème de cette guerre, qui dure depuis 2 ans et demi maintenant, c'est qu'en fait, elle a été conduite de la part des Occidentaux sans stratégie. Et pourquoi sans stratégie? Parce que pour faire de la stratégie, il faut une vision commune du point à atteindre, puisque la stratégie, je l'indique clairement dans un des livres que vous avez cité, Viser le sommet, la stratégie, c'est toujours une vision d'avenir à partir de laquelle on trace un chemin et on apporte des moyens. Or, pas de vision d'avenir, donc pas de stratégie. Donc cette guerre dure depuis 2 ans et demi, et si on continue sans stratégie, eh bien les Russes qui en ont une et qui ont des moyens considérables ont de bonnes chances d'arriver à leur fin. Le problème de l'Occident dans cette affaire-là, c'est que, n'ayant jamais décidé ce que nous attendions de cette guerre. Pourquoi? Parce que les Américains n'attendent pas ce qu'en veulent les Polonais, ce qu'en veulent les Lituaniens, ce qu'en veulent les Allemands, etc. Donc on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que nous vivons cette guerre en état de réaction permanente. Nous jouons avec les Noirs dans une partie d'échecs dans laquelle les Russes ont les Blancs, jouent, nous sommes en réaction. En permanence, c'est-à-dire que nous réagissons en permanence comme en gestion de crise. Les Russes font telle chose, on fait telle chose, ils font quelque chose d'autre, etc. Avec toujours un temps de retard. La stratégie, c'est être proactif. Or, effectivement, nous ne le sommes pas. Ça conduit à quoi? Ça conduit au fait que l'hiver va être terrible, vous l'avez dit, pour les Ukrainiens, puisque je crois avoir compris que la moitié des installations énergétiques... c'est ce que dit l'Agence internationale de l'énergie. Oui. Bon, étaient détruites. Bon, ça conduit à ça. Ça va finalement... ça risque de conduire à une défaite en race campagne. Donc... on veut ça, on laisse faire. Mais si on veut autre chose, alors il est temps de se prendre en main et d'avoir enfin une véritable stratégie. Mais une stratégie commune, avec les Ukrainiens. La contre-attaque de Koursk, qui a commencé le 6 août dernier, est tout à fait intéressante. Elle nous montre plein de choses. En particulier des qualités de l'armée ukrainienne, bien sûr, son ingéniosité. Mais elle nous montre aussi qu'elle est capable de lancer des opérations qui ne sont absolument pas coordonnées avec ceux qui lui donne les armes, les forces, etc. Et donc, l'Ukraine a surpris tout le monde. L'Ukraine a surpris, mais ce qui est surpris les Russes. Y compris les Américains. Et y compris les Américains et nous. Ça veut dire qu'on n'a pas de stratégie commune. Nous, on apporte les moyens, eux, ils ont les idées, bon, ils ont quand même des moyens, etc. Mais néanmoins, nous n'avons pas de planification commune. Nous ne sortirons de cette guerre qu'à partir d'une planification commune entre les objectifs stratégiques, les objectifs tactiques, et puis l'arrivée des moyens. On apporte des moyens, ça fait longtemps qu'on donne des moyens. Alors justement, j'y viens, ces moyens. Quantité d'armes de tout type ont été envoyées en Ukraine. On rappellera qu'au départ, les Américains donnaient des Javelins, les Britanniques des Henlo, c'est-à-dire en gros des bazookas portatifs pour un individu, et que progressivement on est monté en puissance, on a commencé à livrer du matériel de défense antiaérienne, etc., etc. Nous, on a filé les premiers, je crois que c'était les AMX-10 qui avaient été donnés par les Français. Et puis il y a eu la question des chars. Et on a dit ça y est, ça va changer. Et puis finalement, ça n'a pas changé. Ensuite, il y a eu un certain nombre de missiles. Maintenant, il y a les M16. Maintenant, il y a les missiles longue portée. À chaque fois, on parle de game changer. Question toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une arme qui puisse peser de façon définitive dans l'issue de la guerre ? Ou pas? Pour répondre directement à votre question, il n'y a aucune arme qui soit un game changer. C'est un peu notre problème. On a cru que fournir de l'armement, fournir une aide, était une stratégie. Mais ça n'est pas une stratégie. Les armes sont des moyens pour une fin. La fin n'ayant pas été définie, les armes sont rajoutées les unes après les autres, on ne parvient à rien. Et ce que vous venez de dire là confirme tout à fait ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a toujours été en réaction, la Russie augmentant son effort, etc., nous-mêmes étant derrière, essayant de rattraper. Donc on navigue avec un coup de retard. On navigue avec un coup de retard pour régler le problème d'hier, pas le problème du jour. Le problème du jour, on réagira demain. On voit bien que ce n'est pas comme ça qu'on peut optimiser nos affaires. Deuxième point. Et ce que vous avez dit le montre bien. Au fond, moi, je ne voudrais surtout pas être un général ukrainien. Pourquoi? Parce qu'on me demande de faire une stratégie à moyen et long terme avec des moyens
que je ne connais pas. Donc vous avez toute une quincaillerie hétéroclite qui arrive sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils font les généraux ukrainiens? Ils font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils les engagent comme ça. Quasiment tous les léopards, pas tous mais beaucoup, des léopards qui leur ont été fournis ont été détruits immédiatement. J'en ai 2, j'en engage 2, j'en ai 3, j'en engage 3. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Donc il n'y a aucune arme qui est un game changer. Les Ukrainiens demandent, et on le comprend bien, la capacité de frapper dans la profondeur du dispositif russe pour aller frapper les bases d'où partent les missiles et les avions. OK, ce n'est pas une stratégie. Ceci doit être couplé avec un plan pour gagner la guerre, avec une stratégie globale qui inclut l'Occident. Et tant que vous donnerez des armes, sans qu'elles soient une brique d'une stratégie qui a été conçue, ça ne changera rien, quelles que soient les armes que vous donnez, bien sûr. Je fais un petit aparté parce qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent qui sont ou des militaires à la retraite. Il y a beaucoup qui s'intéressent, et j'ai la chance de vous avoir, officier de cavalerie, sur la place du char sur le champ de bataille aujourd'hui. J'écoutais un des tankistes ukrainiens, une interview de tankistes ukrainiens qui disait il n'y a quasiment plus de duels de chars dans cette guerre de haute intensité, qui passait la plupart du temps planqués dans les bois, que maintenant il y a un filet anti-drone, une petite guérite anti-drone sur chacun des chars. Comment ce souverain du champ de bataille est-il devenu finalement une proie? Alors, eh bien, le grand changement, ce que nous montre cette guerre, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus tactiquement rien cacher. Et que donc, on ne peut plus rassembler des masses de chars capables de produire une contre-attaque, etc. Parce qu'une masse de chars est repérée immédiatement par les satellites, les drones, etc. et va entraîner des frappes de destruction qui ne permettent pas cela. Donc le char ne peut plus être utilisé en masse, comme il a été utilisé, par exemple, à la bataille de Kursk. Bien sûr, puisqu'on parlait de celle de 43. Celle de 43. Et il ne peut plus être utilisé comme ça. Plus grande bataille de chars de l'histoire. Exactement. Avant, les chars étaient détruits par les chars. Maintenant, les chars, dès qu'un char apparaît, on a des munitions rôdeuses qui viennent le frapper, etc. Donc, de manière assez étonnante, le char revient à la fonction qu'il avait quand il apparaît à Berry-au-Bac en 1917. C'est-à-dire que le char, c'est un canon d'artillerie sous blindage, au plus près des troupes et en soutien des troupes. Donc on voit bien que l'usage... C'est de l'artillerie sur roue, quoi, en fait. Une artillerie sur roue. Voilà, ça a été conçu comme ça. Les chars, ça a été conçu comme ça. Les premiers régiments de chars de combat, moi j'ai commandé un régiment de chars de combat, c'était des chars qui avançaient derrière les fantassins en appui. Et on s'aperçoit qu'au fond, ça se passe comme ça. Toutes les charges de cavalerie qu'on a vues, qu'elles soient russes ou qu'elles soient ukrainiennes, elles ont été clouées au sol quasiment immédiatement. Cette guerre nous apprend un certain nombre de choses sur l'emploi des armes, sur l'apparition de nouvelles armes, et on est en train de réfléchir, évidemment, l'armée française est en train de réfléchir à l'utilisation de l'armement qu'elle a et de l'évolution des futurs armements de manière à l'adapter à la guerre telle qu'elle serait probablement conduite si nous avions à nous engager. Ce qui est sûr, c'est que vous disiez tout à l'heure, y a-t-il des armes qui soient des game changers? Non. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est pas tellement l'armement que c'est la façon dont on l'utilise. Prenons le cas de la Crimée. Moi, je comprends très bien que les Ukrainiens aillent frapper en Crimée, qu'ils revendiquent, etc. Mais tout ça n'est pas couplé véritablement à une stratégie, ou une stratégie qui est lâche. Donc le fait d'avoir un type d'armement, d'être capable de frapper, au fond, ça ne produit rien s'il n'y a pas une pensée doctrinale sur une utilisation, je dirais, intégrée de ce nouvel armement dans l'arsenal qui existe déjà, et une pensée doctrinale intégrée et en soutien d'une stratégie, cette stratégie qui n'existe pas. Je rajouterai encore que l'important à la guerre est de ne pas se bercer d'illusions. Normalement, les militaires ne se bercent pas trop d'illusions et ils savent que quand vous avez 3 chars d'un côté et un de l'autre, c'est les 3 qui l'emportent. Mais le problème de l'Ukraine, et de l'armée ukrainienne, c'est qu'elle s'est bercée d'illusions. Et en particulier lors de la funeste contre-offensive du printemps 2023, dans lequel l'Ukraine s'est usée sans rien conquérir. Et ces illusions sur sa capacité à l'emporter, a des
conséquences terribles. Elle paye toujours, un an après, la destruction importante de son armée. Vous savez, ça me fait penser à la doctrine française, la funeste doctrine française de la Première Guerre mondiale, qui était on attaque quoi qu'il arrive, et notre courage... Général Nivelle. Oui, alors peut-être pas Nivelle, Gamelin. ou peut-être pas Gamelin non plus, mais en tout cas, on envoie les troupes. Ou Joukov, en 41. Oui, mais l'armée française, elle attaque, point. Elle n'a pas d'artillerie. L'armée française n'a pas d'artillerie, lourde, parce que la Chambre des députés français n'a pas voulu donner d'artillerie lourde. L'armée française a été désarmée, on le sait, au début des années 1910. Et donc, elle n'a pas. Et donc, elle attaque. Eh bien, l'armée ukrainienne, c'est comme ça. Elle attaque. Mais ça, c'était une illusion. Et l'armée ukrainienne a compris. Nous, on l'a compris aussi, the hard way, comme diraient les Américains, que le feu tue. Le feu tue, comme disait feu Maréchal Pétain. Le feu tue. Et voilà, si vous voulez, on ne peut pas se bercer d'illusions. L'illusion, l'espoir, ne peut pas être une stratégie. Donc, je reviens à votre première question. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir ce qu'on peut faire, quand on peut le faire, et ne pas chercher à faire davantage. Que peut chercher à faire l'Ukraine militairement aujourd'hui? Ce qu'elle peut chercher à faire de mieux, c'est arrêter les Russes là où ils sont. Pas plus que ça. On ne peut pas... Alors, il paraît que le président Zelensky, qui est arrivé à New York tout à l'heure, veut présenter un plan de victoire. Bon, j'attends de voir, si vous voulez. J'attends de voir. Non, on voudrait bien savoir ce que c'est que son plan de victoire. Vous vous rappelez qu'il avait présenté un plan de paix il y a un peu de temps. Enfin, il y a un an. Son plan de paix, c'était quoi? C'était juste, j'arrêterai la guerre quand j'aurai repoussé les Russes au-delà, que les Russes... Frontière de 91. Que Poutine aurait été pendu, etc. C'est pas sérieux, si vous voulez. Oui. C'est pas sérieux. Un plan de paix, un plan de victoire, ça se construit à partir d'une prise en compte de la réalité. Et vous l'avez dit tout à l'heure, une des réalités ukrainiennes, c'est qu'elle manque fondamentalement de ressources humaines. Voilà. Et que c'est un pays qui, maintenant, compte tenu des Ukrainiens qui sont partis en Europe, des Ukrainiens qui sont restés en Donbass, c'est un pays de 33-35 millions d'habitants, face à un pays de 140 millions d'habitants. Et que sa grande faiblesse, ce sera toujours la ressource humaine, puisque aucun soldat de l'OTAN ne viendra se battre dans les tranchées à la place des Ukrainiens, bien sûr. Alors, en mars dernier, à la suite de certaines déclarations du président Macron, justement, vous avez parlé de la pénurie d'hommes, l'Ukraine manque le plus d'hommes, et ça ne s'invente pas. Vous aviez déclaré « La seule façon de montrer à Poutine que nous ne céderons pas, c'est de faire appel au sang des fils et des filles de France ». Est-ce que vous croyez toujours que la jeunesse de France sera envoyée pour combattre en Ukraine? Est-ce que c'est ça la stratégie dont vous nous parlez? Si vous voulez, moi je crois à pas grand-chose. Mais je crois que la guerre... Enfin, ça, vous l'avez dit. Oui, je l'ai dit. Pourquoi? Je l'ai dit pourquoi. Ce que je crois, c'est que la guerre, c'est d'abord, comme le disait le général Beauf, grand général, c'est une dialectique des volontés. Et que si vous ne montrez pas votre volonté, alors, eh bien, vous perdez. Cette guerre, c'est un affrontement des déterminations. Qui est-ce qui est déterminé? C'est les Russes et les Ukrainiens, mais les Ukrainiens sont trop faibles. Et on sait bien que la profondeur stratégique ukrainienne, elle est occidentale. C'est-à-dire que si l'Occident dans son ensemble, et c'est déjà fini parce que l'Amérique, elle va évidemment laisser tomber l'Ukraine, si Trump passe, et même si Kamala Harris passe, ce sera comme ça. Et donc, si l'Europe n'est pas capable de montrer sa détermination, eh bien, nous ne l'emporterons pas, évidemment. Et donc, qu'est-ce que c'est la façon de montrer la détermination? D'abord, c'est de nous mettre en dehors de bataille. Nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire une armée digne de ce nom, il faut reconstruire notre industrie d'armement et montrer à Poutine que nous sommes décidés à défendre nos valeurs, nos pays, dans le temps long et que nous nous en donnons les moyens dans le temps long. Mais en même temps, c'est aussi trouver de la ressource humaine pour armer nos armées. L'armée professionnelle telle qu'elle est en France aujourd'hui, elle a pratiquement atteint son volume maximal. Vous ne pouvez pas recruter davantage. Donc si vous considérez que vous devez retrouver de la masse, et je suis sûr que nous devons retrouver de la masse, il faudra, d'une façon ou d'une autre, retrouver une force de service national qui permettra de regonfler les armées. Je rajoute à ça qu'une armée dont le job est de défendre son territoire national, n'est véritablement crédible que si elle fait appel aux citoyens, et non pas aux professionnels. L'armée
le président, qui a tué le service national? On sait bien, c'est le président Mitterrand quand il a empêché les appelés dans les bateaux, etc., d'être projetés dans le Golfe en 1991. Ensuite, Chirac a entériné cette affaire-là. Mais c'était déjà mort. C'était déjà mort. Et donc, on a une armée, là, aujourd'hui, qui correspond à une vision, pas qu'à ça, mais à une vision. Désormais, nous ne nous battrons qu'à l'extérieur du territoire national pour des combats dans lesquels nous ne serons pas directement menacés, dans lesquels nos intérêts vitaux ne seront pas menacés. Mais aujourd'hui, on a complètement changé. On voit bien que la régulation du monde, le droit international, tout ça est en train de disparaître. Et que nous sommes dans un monde où les affrontements de violence sont conçus comme normal, où la guerre est conçue comme un outil normal de réalisation de ses visées politiques, etc. Et donc que oui, nous sommes menacés. Et que si nous ne voulons pas l'être, il faut bien que nous retrouvions, que nous montrions que nous sommes prêts à nous battre. Et c'est vrai que si nous retrouvons de la masse, et nous ne pouvons retrouver de la masse que par une certaine forme de service national. C'est en ce sens que je disais qu'il était nécessaire d'en revenir, de faire appel aux citoyens, au volontariat ou pas, j'en sais rien, c'est à définir en fonction du volume dont on a besoin, mais en tout cas ne pas rester sur un modèle de force qui ne correspond plus ni aux besoins ni aux menaces. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que d'une certaine façon on ne s'est pas endormi en quelque sorte pendant des décennies avec des conflits asymétriques au Sahel, au Moyen-Orient. À l'époque, je me souviens que l'actuel chef d'état-major français, le général Thierry Burkhardt, alertait, il avait fait plusieurs rapports en parlant de guerre de haute intensité. On avait un peu tendance à dire, il radote avec sa guerre de haute intensité, c'est pas des guerres comme ça qu'on mène, et effectivement, la force qui était déployée au Sahel, c'était de la chasse aux djihadistes, c'était bien particulier, dans un contexte particulier, avec un rapport du faible au fort, une configuration d'ailleurs qui, même au niveau de l'équipement, dont on pâtit quand on voit, et les Américains idem, en Ukraine, puisque les véhicules, je prends juste un exemple type MRAP, moi je l'ai vu donc, sur le front en Ukraine, sont beaucoup trop hauts, par rapport aux véhicules, aux BTR ou BMP russes qui, eux, sont très profilés très bas, pour ces grandes plaines où, dès qu'on a une position en hauteur, on voit tout. Là, on a des choses qui sont... voilà, on a vraiment l'impression que cette contre-insurrection ukrainienne, moi je l'ai vu, j'ai vu des colonnes de véhicules comme ça calcinés, des Max Pro et autres, parce qu'ils ont été conçus pour le Sahel, ils ont été conçus pour la savane, avec un bas de caisse lourd et très blindé pour éviter les IED. Donc quelque part, en fait, même notre matériel, même le matériel que nous donnons aux Ukrainiens n'est pas adapté. Oui, on reviendra sur le début de votre question, mais le constat que vous faites, c'est un constat éternel. C'est que, on se prépare toujours à la guerre du moment et jamais à la guerre un peu à la guerre d'hier. Mais comment voulez-vous faire autrement? C'est vrai. Regardez le budget de la défense à un moment donné, et plus que au Sahel, nos matériels ont été prévus pour la guerre en Afghanistan. Les MRAP sont nés en Afghanistan. Quel était le danger essentiel? C'était les IED, puisque les Afghans, les talibans, cherchaient à contourner notre puissance tactique par le bas, par la technique qui, pour eux, avait un résultat stratégique, puisque les IED produisaient des GI déchiquetés qui étaient vus sur les écrans de télévision, etc. Donc, au fond de notre armée, oui, les matériels, regardez, nos matériels ont grossi parce qu'ils ont été conçus pour une guerre qui n'est plus. Ça, c'est une vraie difficulté. On ne va pas traiter de ça. Non, bien sûr, mais la réflexion sur la façon dont on conçoit l'armement de demain, c'est très compliqué. Tout à l'heure, vous parliez des chars qui finalement étaient enterrés, etc. On voit bien que c'est extrêmement compliqué. Alors, maintenant... ce que vous avez dit sur le général Burkhardt est tout à fait intéressant. Moi, je crois qu'il faut comprendre que l'armée, c'est un des piliers de la nation. Il y a d'autres piliers, mais l'armée en est sûrement un. Et je pense qu'un des rôles de l'armée, qui lui est dénié depuis 50 ans, c'est d'être une vigie pour l'avenir, une vigie pour la sécurité. Nous sommes des gens qui sommes obsédés, c'est notre travail, par la menace à venir, et donc par les besoins de défense à venir. Donc, on ne peut pas reprocher
aux responsables de la défense d'essayer de comprendre ce qui va se passer, quels seront les risques qui allaient venir. Et le général Burkhardt avait évidemment parfaitement raison. C'est-à-dire, vous avez évidemment le choc du court-termisme électoral, des besoins budgétaires immédiats, et on voit bien que notre budget est forcément menacé aujourd'hui, et puis une vision de long terme sur les menaces à venir. Et là, le militaire a un rôle très précis, hein, c'est avec d'autres, il n'est pas le seul à penser l'avenir. Enfin, il n'y en a pas tellement qui pensent l'avenir quand même. Et nous, fondamentalement, c'est notre rôle dans nos états-majors, c'est d'aller voir qu'est-ce qui peut se passer demain, et comment pourrons-nous offrir demain à une défense à la hauteur des menaces, sachant que pour faire une marine, par exemple, il faut 30 ou 40 ans. Pour faire une arme à terre, c'est un peu plus rapide parce qu'on fait plus rapidement un char qu'un Charles de Gaulle. Mais enfin, c'est 15 ans ou 20 ans. Et donc, on a cette nécessité d'aller penser le long terme et ne pas laisser nos forces armées dissoutes dans l'expression immédiate des besoins du moment. Ça me paraît extrêmement important. Mais alors, par rapport au début de notre conversation, vous parlez de changement stratégique vis-à-vis de l'Ukraine, de prendre une décision collective, de savoir quels sont nos objectifs. Donc, quelque part, on conduisait la guerre de demain ou la guerre d'aujourd'hui pendant des décennies. Depuis 40 ans, les budgets de la défense ont diminué de façon systématique quasiment tout le temps. La conséquence, on l'a évoqué hors antenne, ça avait été la démission justement du chef d'état-major des armées Pierre de Villiers en 2017. Si on ajoute à ça la désindustrialisation du pays et de l'Europe en général, est-ce que c'est pas trop tard pour avoir une stratégie qui puisse amener des résultats aujourd'hui? Parce que là, l'Ukraine, elle a besoin de tout ça, c'est maintenant. Et nous, c'est des années qu'il faut pour changer. Vous avez raison. Mais est-ce qu'il est trop tard pour se réveiller? Non, je crois pas. Alors, non, mais il y a deux solutions. Soit je dis c'est trop tard, j'abandonne, j'apporte les clés de Paris à je sais pas qui, et puis un jour on dit bon. Ou alors on se réveille. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas quand même, nous, l'Europe, 450 millions d'habitants, un PIB qui est 6 fois ou 7 fois supérieur à celui de la Russie, une industrie d'armement qui globalement est capable de produire le meilleur, mieux que ce que font les Américains. Donc le problème est un problème de réveil stratégique. Et il est temps, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ça fait un moment qu'on aurait dû se réveiller, c'est un problème de réveil stratégique, de prise de conscience, et enfin, du réveil d'une Europe qui doit comprendre que l'Amérique, forcément, va la lâcher, parce que ça ne peut pas être autrement. Il faut réagir tout de suite aujourd'hui, comme si Trump était déjà élu. Et donc, oui, l'effort doit être lancé. Il y a eu des efforts de fait. On a reconstruit, par exemple, une usine pour faire de la poule. On ne savait pas faire de poule, etc. Mais ça n'est pas suffisant. Mais non, on sent bien, c'est cosmétique, presque. Voilà. Mais après, le problème, vous le savez bien, c'est qu'il faut expliquer ça aux Français, qui, eux, vous parlent de pouvoir d'achat et on les comprend. Et derrière, il faudrait que les budgets des armées, qui est environ, l'armée française, à 2% du PIB, passent à 3% ou à 3,5% du PIB, comme un certain nombre de pays européens l'ont déjà fait, d'ailleurs. Après, vous expliquez ça aux Français, qu'il y a un désastre budgétaire et qu'il faut encore en rajouter. Et ça, c'est compliqué. C'est pour ça que le président Macron a eu raison d'essayer de réveiller la conscience stratégique des Français. Et on a vu un certain nombre de politiques, mais disons, mais non, il n'y a aucune menace, au contraire, ce sont des amis. C'est le rôle du président, j'espère qu'il continuera à le faire, j'espère que notre Premier ministre actuel le fera. Attention, ne nous endormons pas à nouveau. On a tendance à s'endormir devant la guerre en Ukraine. Finalement, on est tellement habitué, on n'en parle plus à la télé. On en parle un peu vers 22h30, pendant 5 minutes. Bon, j'exagère un tout petit peu. Non, mais c'est pas faux. Mais c'est fini, on n'en parle plus. Donc, nous, on en parle chez Omerta. Mais non, mais c'est bien, c'est bien. Mais à force d'écouter cette petite musique sur les plateaux, etc., les Français ont trouvé que c'était un peu ennuyeux, cette histoire-là, que ça bougeait pas trop. Et finalement, les Français ne comprennent pas à quel point ils sont concernés par cette guerre, par le futur de l'Europe. Donc, il faut une prise de conscience, il faut s'organiser dans le temps long. Nous sommes dans un monde, je l'ai dit, qui est de moins en moins régularisé, dans lequel les affrontements vont se multiplier, dans lequel c'est un monde qui devient de plus en plus violent. On peut le regretter, et je le regrette, comme vous, mais c'est comme ça. La réalité. Il est temps que nous, Européens,
sortions de notre léthargie. Nous avons trouvé un modèle qui est remarquable. Vous savez, la paix, elle est historiquement vécue comme un intervalle entre la guerre. Historiquement, on fait la paix, puis on repart en guerre. D'ailleurs, l'État-nation a produit la guerre, parce que l'État-nation se défend, etc. Nos relations avec les Allemands pendant un siècle et demi. Voilà, c'est notre organisation. D'ailleurs, au fond, le siècle de le traité de Westphalie produit la guerre par lui-même, etc. Et on a trouvé en Europe un truc remarquable. Les gars, on est en paix. Non pas parce qu'on arrête de faire la guerre, mais parce qu'on s'aime. Mais qu'est-ce que c'était beau, ce truc-là. Sauf que nous sommes les seuls dans le monde à avoir imaginé et créé ces modèles remarquables, et que tout autour de nous, le monde pense différemment. On peut le regretter 1000 fois, mais le monde est un monde de violence, il est un monde de rapport de force. C'est le Védrine, je crois. Oui. Qui disait que nous étions des herbivores dans un monde de carnivores. C'est pas faux. Eh bien, l'herbivore, s'il ne retrouve pas des dents, il va être bouffé, parce que le carnivore, il ira manger ce qui reste encore de salade. Alors, voilà, donc il faut se réveiller. La difficulté aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience de ça. Et le président Macron a essayé de le faire. Et moi, je regrette 1000 fois sa stupidité de dissolution, qui fait que, alors que la France commençait à jouer un rôle tout à fait important dans l'Europe et dans le réarmement de l'Europe, dans la prise de conscience stratégique de l'Europe, eh ben, la France a disparu. Et je crois que c'est tout à fait dommage, bien sûr. Nous devons nous préparer à des temps difficiles. Nous devons nous armer pour des choses difficiles et prendre conscience que notre pouvoir d'achat, eh ben, si on se contente de nous focaliser dessus, il va disparaître derrière des menaces et de la violence qui le submergeront. C'est d'ailleurs ce qu'a dit, pour le cinéma, on en parle beaucoup, Thierry Bourckhard, je crois, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, en disant qu'il fallait, dressant un tableau assez noir de ce qui nous attend, et qu'il fallait s'attendre à des temps, je ne sais plus exactement les mots qu'il a utilisés, mais en tout cas des temps difficiles. Voilà. Maintenant, j'ai une dernière question sur le conflit en Ukraine et sur la réalité de ce conflit, et ensuite on passera à Israël et à Gaza, parce que le temps passe. Vous pensez que les Français, même s'ils reprennent conscience, là on a 2 ans et demi de guerre en Ukraine, on a 2 armées qui se sont affrontées dans un affrontement de haute intensité, avec des duels d'artillerie comme on n'en avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale, peut-être même sur Verdun, avec les drones en plus, avec tout un tas de... Donc une nouvelle complexité de la guerre, et un matériel humain d'un côté comme de l'autre, de gens extrêmement aguerris, de peuples aussi dont l'orientation belliqueuse est plus évidente que la nôtre. Est-ce que vous croyez que, franchement, les Français aujourd'hui ont la capacité même physique? Si on a gagné 14-18, c'est parce qu'on avait des paysans dans les tranchées, parce qu'on avait des gens qui étaient habitués à la dure. Parce que finalement, nous, dans nos civilisations, on n'est pas dans un monde de bisounours par rapport à ce qui se passe dans les tranchées et dans le Donbass. Je vais répondre, mais je reviens sur ce que vous venez de dire. On a gagné la guerre parce qu'on a mobilisé. Mais on a mobilisé infiniment plus que l'Ukraine n'a mobilisé. Ah, c'est sûr. Nous étions un pays de 35 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Ouais. On a mobilisé 3,5 millions de soldats. L'Ukraine, je suis désolé, l'Ukraine est un pays qui a à peu près le volume de population que nous avions, nous, en 14-18. Ben, l'Ukraine, elle a mobilisé moins d'un million d'habitants, on le comprend. Et ça, c'est aussi une des difficultés. Les Russes sont à 2 millions, là. Mobilisés. Oui. Oui, ben, l'Ukraine est à moins d'1 million. L'Ukraine est à moins d'1 million. Donc, alors que, je ne sais pas, les choses ne sont pas les mêmes. Enfin, bien sûr. Nous, on a mobilisé 3,5 millions de soldats. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'à un moment donné, l'Ukraine, il faut qu'elle sache ce qu'elle veut. Si elle est vraiment en danger de survie, alors elle doit aller jusqu'au bout. Alors on sait bien pourquoi elle mobilise moins, c'est parce qu'elle prépare son avenir à cause des tranches de population creuses, etc. D'accord. Mais aujourd'hui, oui, il y a un problème démographique. Mais en tout cas, l'Ukraine n'a pas suffisamment mobilisé. Suffisamment, bien sûr, et trop tard. Vous avez vu tous les... Voilà. Bon, alors par contre, j'ai oublié le début de votre question. Ma question, tout simplement, c'est est-ce que dans la disposition d'esprit dans laquelle se trouve la France et l'Europe aujourd'hui, est-ce qu'une guerre telle qu'on la vit en Ukraine, on peut la faire ? Voilà. Parce qu'en 14-18, on avait quand même le souvenir des précédentes... il y a eu les campagnes napoléoniennes qui ont été extrêmement meurtrières. Il y a eu voilà, on était quand même on avait le souvenir de la guerre. Il était
Seconde Guerre mondiale, on avait les tranchées 14-18 juste avant. On savait tout le poids du sacrifice. Aujourd'hui, on ne le sait plus, tout ça. Alors vous avez raison. Vous avez raison, mais... La guerre d'Algérie, qui s'en souvient? Non, mais oui, vous avez raison. Mais encore une fois, soit je dis c'est pas possible, et je déménage en Australie, et voilà. Et moi, je dis la France, elle mérite d'être défendue. Hein. La France, c'est ce qu'il y a de plus beau comme production en civilisation occidentale. C'est incroyable, quoi. Et donc, elle mérite d'être défendue. Et donc, moi, je pense pas, et alors moi, je commence à avoir un peu d'âge, et c'est pas moi qui ai révolutionné les affaires, mais je crois que la France mérite fondamentalement d'être défendue. Et c'est là où notre classe politique a une responsabilité considérable. Vous savez, moi, je crois que dans la crise, les gens se réveillent. Rappelons-nous, la France perd pourquoi en 40 ? Elle perd pour plein de raisons. Mais elle perd surtout parce qu'elle ne veut pas faire la guerre. Et que le refus de la guerre va l'amener à la guerre. Et que, voilà, elle perd. Mais dès que cette guerre est perdue, regardez, les jeunes Français, l'île de Sein, ils sont tous partis. Bien sûr. Et je pense que... Ça fait penser au déshonneur et la guerre là, de Churchill. Oui, bon, ils sont partis. Les Français se sont levés. Et alors, il y a un exemple qui est intéressant, c'est au moment du Bataclan. Au moment du Bataclan, les armées ont refusé les soldats qui voulaient venir s'engager. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse dire l'esprit de patriotique est mort. Mais en tout cas, il faut remettre un peu de feu sous la machine, le réveiller et enfin expliquer aux Français et aux Européens que la liberté doit être défendue tous les jours, avec les armes s'il le faut. Que notre niveau de vie, il faut le défendre tous les jours, avec les armes s'il le faut. Et que ce n'est pas un bien acquis, au contraire, c'est un bien profondément menacé. Et c'est pour ça que la classe politique a un rôle considérable. Et on connaît, hélas, à certaines extrémités du spectre politique français, des gens qui, au contraire, essayent d'expliquer. Je trouvais un grand dirigeant politique qui expliquait que les Jeux olympiques étaient beaucoup trop patriotiques. Mais c'est incroyable. C'est incroyable de dire ça. Bon, au contraire, là, il faut expliquer. Et le président Macron avait raison quand il dit le temps de l'insouciance est terminé. On n'a pas écouté. Il n'a pas. Et c'est un peu son problème. Il a dit des choses très justes, mais pris par un certain nombre de choses, parasité par un certain nombre de choses. Il n'a pas réussi à faire passer ces messages. Mais oui, le temps de l'insouciance est terminé. Il faut nous réveiller, nous préparer à un avenir qui sera sombre à beaucoup de points de vue et ne pas se laisser aller à une facilité qui n'est plus de mise. Vous pensez que Michel Barnier en est conscient? Alors, je pense que Michel Barnier en est parfaitement conscient. Vous le connaissez? Non, je ne connais pas plus que beaucoup. Mais comme personnalité quand même du monde c'est quelqu'un qui a été aux affaires, c'est quelqu'un qui... C'est un réaliste. C'est un réaliste. Il connaît bien l'Europe, etc. Moi, je pense qu'il a conscience. Alors, je ne vais pas évidemment vous apprendre qu'il est plongé dans les difficultés de politique intérieure. Mais il aime bien les difficultés, dit-on. Oui, ben là, il est servi. Hein, ça va, tout va bien. Là, il est servi. Mais le problème, c'est intéressant que vous le releviez, c'est que dans ce marécage politique un peu gluant et nauséabond dans lequel on se trouve, comment arriver à faire passer des messages forts et des messages d'effort aux Français qui croient que tout est acquis? Bien sûr. Bien sûr, le niveau de vie, c'est important, bien sûr. Mais ce combat du court terme, qui doit probablement être conduit, ne doit pas nous aveugler sur les priorités et les nécessités du long terme. Très bien. Général, on est un petit peu en retard, je vois l'heure. J'ai une question, deux questions, comment conclure sur le conflit au Moyen-Orient. Israël a probablement, je dis bien probablement, réalisé une des opérations les plus audacieuses et les plus inattendues de toute l'histoire des opérations clandestines, en faisant exploser des milliers de beepers et de talkie-walkie des opérateurs du Hezbollah, mais pas que d'ailleurs. Enfin, ça crée un véritable traumatisme au sein de la population libanaise, ces explosions. On ajoute à cela les frappes sur l'état-major d'Al-Ridwan, c'est-à-dire les forces spéciales du Hezbollah, les bombardements très intenses de la nuit dernière qui se poursuivaient ce matin. Est-ce que vous croyez à une invasion de l'armée israélienne du Liban Sud ? Écoutez, je suis pas... c'est difficile de se prononcer. Moi, j'ai l'impression
que tant le Hezbollah qu'Israël ont monté en puissance, mais cherchent encore, par ces actions réciproques, à éviter cette guerre ouverte et définitive, dont personne ne sortirait gagnant. Ce qui est sûr, c'est que nous allons vers le pire, pas à pas. Nous allons vers le pire à Gaza, nous allons vers le pire au Liban, et nous allons vers le pire en Cisjordanie, où les choses ne se sont pas calmées, au contraire. Et alors, ce qui est terrible dans cette affaire-là, c'est, je dirais, notre faiblesse à nous occidentaux, la faiblesse des Américains qui sont incapables, qui sont devenus incapables du moindre leadership sur Israël. Alors Netanyahou n'est pas très facile à manœuvrer visiblement parce qu'il est lui-même tenu par son extrême droite, mais néanmoins, si vous voulez. Et le problème, c'est que cette guerre-là, qui est atroce, avec des drames humanitaires, etc., contre le droit de la guerre, etc., cette guerre-là est en train de nous entraîner globalement dans le gouffre. Parce que forcément, vis-à-vis de ce qu'on appelle le Sud global, qui est un terme simplificateur, mais qui a quand même du sens, nous sommes liés forcément à cette guerre, et nous sommes liés au débordement fortement condamnable d'Israël dans la façon dont elle conduit cette guerre. C'est pour ça que cette guerre, elle est aussi la nôtre. Et que ça fait des décennies qu'on ferme les yeux, qu'on n'a pas été suffisamment fort pour aller pousser davantage la solution à deux États, qui devient de moins en moins possible dans cette affaire-là. Et je crois que nous sommes aussi, nous, responsables de cet abandon ou ce déferlement de violence au Moyen-Orient. De la façon dont le monde s'oriente aujourd'hui, vous avez évoqué justement les BRICS, la reconfiguration, on va dire, diplomatique ou géopolitique du monde. Est-ce que finalement, cette guerre de Gaza n'est pas plus importante que la guerre en Ukraine ? Alors, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est l'une puis l'autre, etc. Ce qui est sûr, c'est que la fracture... Alors, d'abord, on est sur une tendance lourde qui a trouvé son origine avant la guerre en Ukraine. On a eu un premier coup porté par la guerre en Ukraine, maintenant on a ce deuxième coup-là. Et la véritable question derrière, la question fondamentale, c'est dans quel monde nous, occidentaux, voulons-nous vivre ? Mais pouvons-nous vivre ? C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne que ces déchirures-là sont en train de diviser le monde, qui était déjà largement divisé, mais qu'il faudra apprendre à vivre avec un monde absolument divisé. Il faut bien comprendre que reconnaître la diversité du monde, c'est pas faire injure à nos valeurs, c'est pas faire injure à nos civilisations. Mais on doit comprendre que ces guerres-là vont forcément se traduire sur un monde dans lequel nous ne serons plus du tout au centre du monde, un monde dans lequel le droit international que nous avons créé, que les Américains ont créé à l'Union européenne... Ça, vous pensez qu'on l'a compris ? Non, les Américains n'ont pas compris. Les Américains n'ont pas compris. Les Américains rêvent toujours de reconstruire le monde qui correspondait au moment 1945, où leur PIB était 52% du PIB mondial, dans lequel l'Inde n'existait pas, dans lequel la Chine était toujours complètement sous le coup des traités inégaux, etc. Et non. Et je crois que nous, on doit le comprendre. C'est pour ça qu'au-delà de la guerre en Ukraine, au-delà de la guerre à Gaza, il faut arriver à définir deux choses, clairement. D'abord, quel système de sécurité voulons-nous établir en Europe demain ? Et c'est en fonction de ce système de sécurité, avec ou contre la Russie, c'est pas bon d'en décider, mais en tout cas c'est un acteur important. Comment nous organisons-nous en Europe pour que de nouvelles guerres ne recommencent pas dans 30 ans ou avant 30 ans. Et la deuxième chose, le monde global, comment l'organisons-nous pour vivre dans un monde divers, avec des cultures différentes, des systèmes politiques différents, mais ce monde-là, il est en train d'émerger. Pour l'instant, nous sommes encore en réaction. On laisse faire, on se défend, on essaye de s'accrocher au monde que nous avons créé, à l'Occident. C'est beau l'Occident, mais c'est né en 1492, et oui, l'Occident est mortel. Et oui, l'Occident est mortel. Donc c'est cette prise en compte de l'évolution du monde que nous devons accepter, que nous devons faire pour arriver à penser le monde de demain, dans lequel il est fondamental que nous vivions, que nos valeurs vivent, que nos territoires seront défendus, mais nous ne sommes incapables désormais de les défendre par la force des armes. Donc il faudra bien arriver à cohabiter avec des cultures différentes, des religions différentes, tout en défendant fermement nos valeurs et nos territoires. Alors c'est vraiment ce que vous nous dites là, on est vraiment dans me fait penser immédiatement à la phrase d'Antonio Gramsci,
le vieux monde n'est pas encore mort, le nouveau n'est pas encore né, et dans le clair-obscur surgissent des monstres. On est à l'époque des monstres. On est à l'époque des monstres qui ne sont pas forcément nés, mais qui vont naître. Et c'est donc là, et c'est très compliqué, mais il est évident que la gouvernance mondiale est à repenser, puisqu'elle reposait sur les États-Unis qui se sont retirés du monde, qui n'ont plus le poids d'avant, etc. Et si Trump est élu, vont encore plus. Encore plus. Donc il faut le monde d'après les élections sera complètement différent, hein, avec une distanciation encore plus grande des États-Unis et de l'Europe. Donc, mais c'est à nous. C'est pour ça que les Européens ont quelque chose à faire. Pourquoi ? D'abord, nous sommes ont quelque chose à faire, ou sont obligés de faire quelque chose. Sont ce que vous obligés, nous dites. oui. On est le cœur de la civilisation occidentale. On ne peut pas dire le contraire. C'est nous le cœur, c'est pas l'Australie, c'est pas la Nouvelle-Zélande, c'est nous. Et même les États-Unis, séparés par des mers, des océans de chaque côté, c'est nous. sont à l'écart du monde. Nous, on est dedans. On est dedans, nous sommes le cœur de la civilisation occidentale. Nous sommes la terre des philosophes, de la poésie, de l'architecture, etc. Nous devons défendre cela. Et nous devons nous positionner, nous, Européens, pour être globalement capables de défendre cet héritage incroyable, hein, qui est le nôtre, s'apprêter à le faire sans les États-Unis, ou de moins en moins. Les États-Unis sont dans l'Occident. Ils sont évidemment dans l'Occident. Mais c'est fini, ils ne viendront plus. Le soldat Ryan ne reviendra plus mourir sur nos plages. Donc oui, ce sont nos amis, et c'est une partie de l'Occident. Mais nous-mêmes, nous sommes le creuset de l'Occident. Nous devons apprendre à nous défendre, et nous devons apprendre à être un acteur géopolitique conscient, et nous devons nous-mêmes savoir ce que nous voulons du système de sécurité en Europe pour arriver à ce qu'il émerge de cette guerre dans laquelle, pour l'instant, nous sommes en réaction et non pas du tout, hélas, en proaction. Mon général, merci beaucoup pour cette conversation passionnante. J'espère à vous qui l'avez écoutée, qu'elle vous a plu, comme chaque semaine, que vous serez plus nombreux encore la semaine prochaine à revenir. En tout cas, moi, j'ai eu plaisir à dialoguer avec vous. Merci beaucoup, merci infiniment. Et je vous dis à vous tous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Grand Entretien chez Omerta. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt.